nouvelle que tu souhaitais souligner, Ouais. mon cher Fabrice. Avant, tu sais, maintenant, j'ai pris l'habitude de placer nos émissions de manière systématique en introduisant une sentence qui va présider l'émission actuelle. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la phrase suivante, la sentence suivante. Être révolutionnaire, c'est graver sur les effluves du temps les indécences de l'utopie. Allez, vous avez 4 heures, dossier philosophique. Oui, ça, c'est un vrai thème philosophique, ça. Hein. Tout à fait. Mais Et qui pousse à la réflexion. Et vous Envoyez savez vos qui copies à Fabrice Aubert. Voilà. Et- Ils seront corrigés par Dany Bru également. Hein, Il faut bien être deux. qui aura son mot à dire, exactement. Exactement. Et vous savez de qui c'est? Ben non, moi je le sais, parce que tu me l'as dit, mais bon. Non, C'est pas ça, C'est pas Marx, Non, non. c'est pas lui. Marx. C'est de qui alors? c'est de moi. Oh. C'est justement. Il n'arrête pas de se faire de l'auto. Oh, Proclamation. c'est pas vrai. C'est très rare. C'est très de rare. Fabrice Aubert. C'est très rare, mais c'est très beau. Et pour aller avec cette, Tu vas pour nous aller, présenter ton livre aussi, c'est ça. pour aller avec cette sentence, j'en ai écrit pas mal de livres, mais ils ne sont pas produits. C'est la différence. Mais pour aller avec cette sentence, et c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui, mais je vais y revenir, c'est le programme Les Jours Heureux. Parce que le programme Les Jours Heureux, conçu au cœur de la nuit noire, la plus profonde, la plus obscurantiste possible du régime de Vichy et du nazisme, c'est au cœur donc de cette catastrophe qu'a été réfléchi, pensé, discuté, adopté par plusieurs forces politiques et syndicales, le programme Les Jours Heureux qui ont débouché sur la sécurité sociale, les hôpitaux, le système de santé, les nationalisations, le statut de la fonction publique. Qui est un peu Toutes le choses berceau qui sont- de notre nation. hein. Voilà, toutes choses qui depuis plus de 30 ans, sont détruites et j'y reviendrai. Mais donc la bonne nouvelle, c'est, alors la bonne nouvelle pas au sens de Jésus-Christ, hein, mais la bonne nouvelle, la bonne information, c'est le fait que le Parlement réuni ait adopté une modification de la Constitution qui Exactement. intègre non pas le droit à l'IVG, mais le droit à l'accès à l'IVG. Et j'ai lu L'interruption volontaire de grossesse Simone Veil, dans la 1975. Constitution. Et alors vous allez me dire comment parler de ça qui a l'air d'être une liberté accordée aux femmes dans une émission qui se veut parler d'économie, economicus, d'économicus. Mais c'est parce que on ne perçoit jamais la réalité de ce qu'est l'économie. C'est-à-dire, moi, je suis là pour essayer de vous montrer des choses qui ne sont jamais montrées. Et lorsque tu prends donc le droit à l'IVG, synthétisons, le droit à l'IVG pour les femmes, c'est une liberté. Mais en fait, c'est une liberté qui crée des droits sociaux. Le droit social de pouvoir avorter en toute liberté. Mais dès lors que tu promulgues ce droit, cela nécessite une matérialisation effective en termes techniques et en termes professionnels. Je veux dire par là que dès lors que le droit à l'IVG est reconnu comme une liberté fondamentale. Pour pouvoir accomplir l'acte. Voilà. Cela veut dire donc former des docteurs, former des chirurgiens, former des infirmières, Les établissements. créer des établissements hospitaliers et avec les installations techniques nécessaires. Donc on voit, et c'est aussi le message des Jours Heureux, ce sont les libertés et les droits sociaux qui génèrent le développement économique. Et on n'a jamais vu l'inverse. On n'a jamais vu un système économique déboucher sur des droits sociaux et des libertés individuelles. Au contraire, depuis 40 ans qu'on nous serine sur l'idée, c'est l'économie qui génère le développement et tatata et tatata et tatata. Et ce sont les profits qui font le développement et qui demain créeront l'emploi, qui était le théorème d'Helmut Schmidt, chancelier allemand. On a vu tout l'inverse. L'économie génère la compétitivité, la concurrence et le libre-échange qui sont en fait destructeurs des droits sociaux et des libertés. Et ça, on le constate depuis une quarantaine d'années. Tu vois comment, finalement, pour démontrer à quel point le programme Les Jours Heureux, c'est de l'utopie créatrice,
Fabrice, est-ce que tu peux faire un petit topo? Parce que justement, Samy a réagi. Qu'est-ce que vous entendez par les jours heureux? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui maîtrise. C'est le conseil. Oui, c'est oui, le programme du Conseil national de la résistance qui s'est Après intitulé Deuxième Guerre. Les Jours heureux. Tout à fait. En Et qui a 45. été alors, appliqué en 1945. Oui, avec notamment le fait que la sécurité sociale est apparue Voilà. après le Conseil de la Résistance, en effet. Mais toutes les grandes nationalisations, les charbonnages, la sécurité sociale générant les hôpitaux et tout le système de santé, EDF, etc. qui a fait que notre pays est devenu, pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le premier système de santé au monde. Et depuis qu'on a mis en place ces politiques libérales, et notamment avec Sarkozy, comment elle s'appelait la ministre de la Santé de l'époque, j'ai un trou. Bachelot. On la nommera Non. pas. Quelle année? Montée d'âme. Bachelot? Non, non. c'était Oui, Bachelot, Ah, voilà, Bachelot, Roselyne Bachelot, pas- Oh, quand tu as qui besoin, a fait- appelle-moi. Hein, n'hésite qui a pas. fait la politique à l'hôpital des deux âges, je ne sais plus quoi. Grippe H1N1 notamment. Voilà. À l'époque. Ben donc, T2A. la T2A, Oui, exactement. Bien tarification à l'activité, transformant l'hôpital en entreprise, la France, écoutez bien, selon le même classement OMS, hein, est passée de la première place en termes de système de santé mondial à la 24e place. Expliquant les morts à l'hôpital. Dégringolade. Des gens de 75 ans qui meurent au bout de 4 heures d'attente aux urgences. Un jeune homme de 25 ans qui est décédé parce qu'il n'a pas été détecté avant de ce qui... Alors en plus, tu vois, comme il était noir, eh ben, il a été maltraité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est passé sur Europe 1. Donc tu vois à quel point la maltraitance sociale génère des choses qui sont incroyables. Hein? Et donc, je veux revenir sur cette question des droits. Ce sont les droits sociaux qui, s'appuyant sur des libertés individuelles, favorisent le développement économique. Pourquoi? Tu prends une entreprise comme Sanofi, c'est la numéro 3 mondiale de la pharmacologie mondiale. Numéro 3 mondiale. Donc c'est bien le développement de la sécurité sociale qui, générant les besoins de financement, ont permis à l'entreprise de se développer. Alors qu'aujourd'hui, on fait tout l'inverse. On raisonne par l'enveloppe financière et on t'empêche de te développer. Et ça, vous savez, la dernière fois, c'est là où je vais commencer par les mauvaises nouvelles, ça c'était la bonne, mais pour indiquer à tout le monde qu'il faut se battre sur les droits sociaux et les libertés individuelles. Parce que sinon, elles nous sont supprimées. Hein, et elles nous sont supprimées en grande partie. Fabrice, s'il te plaît. Elles nous sont supprimées en grande partie par le système lui-même. Et je vais vous citer une phrase de George Orwell. La liberté, c'est le droit de pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Un jour, le peuple se rendra compte que jamais dans une société dite de liberté, ils n'auront été autant contraints. Management, compétitivité, concurrence, libre-échange. Et ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, alors, c'était provocateur, mais nous ne sommes plus en démocratie. Regarde, l'accord qui a été... Et là, je passe sur ma deuxième partie parce que je ne vais pas pouvoir traiter les jours heureux. Ça nécessitera une véritable émission. Hein, on est d'accord. Mais il faut regarder l'actualité. Quand tu as M. Macron, qui déjà avait court-circuité la Constitution par 23 49.3 en 18 mois, sans que jamais la loi sur les retraites ne soit votée par les députés, dont c'est le rôle et la mission comme représentant du peuple, le peuple souverain, article 3 de la Constitution. Que s'y rajoute le fait que M. Macron s'autorise à signer un traité de protection militaire avec l'Ukraine, sans passer par l'Assemblée nationale, il viole l'un des articles de la Constitution qui stipule que seule l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, ont le droit de, non pas négocier, mais de faire en sorte d'adopter les traités. C'est-à-dire le président et le représentant de la nation, il va négocier, mais après, ça revient à l'Assemblée nationale et au Sénat qui doivent voter les accords de coopération, les déclarations de guerre, les déclarations de paix.
Tu vois la gravité? Et il n'y a pas eu de réunion sur cet accord. Il n'y a eu ni réunion de l'Assemblée nationale, ni du Sénat, ni discussion sur la thématique. Bon, ça, c'était le cas souvent, par exemple, dans l'engagement dans les coalitions, par exemple, sur l'Irak, etc. Ça s'est passé un petit peu comme ça, sans vraiment l'accord, comme tu l'as dit, de l'Assemblée, etc. C'est pas vrai. Même en 14, non, ça a je ne été... parle pas de 14, je parle de l'engagement de coalition. Par exemple, les guerres des années 2000. Irak, etc. C'est quand même passé à l'Assemblée nationale. À vérifier. Ça a été discuté. Ça a été discuté, mais est-ce que ça a eu l'accord? Je ne sais pas exactement. Si. Bon. Si, l'intervention militaire en Irak, la première, pas la seconde, puisque la seconde, on a eu. Alors, il faut clarifier les choses. Hein, on a eu le courage de dire non aux Américains. C'était Chirac et Villepin. Villepin qui est le même qui est attaqué aujourd'hui parce qu'il ose dire qu'on traite la Palestine de manière différente de l'Ukraine. Et il se fait traiter d'antisémite. Simplement parce qu'il dit ça. Tu vois un peu. Hein. Et je vais te dire, l'intervention, c'est pas ma couleur politique de Villepin, vous le savez. Mais quand il est intervenu à l'ONU, j'ai pleuré. Parce que c'était beau. Mais cela étant, vous savez pourquoi les raisons de fond de la position française, et qui était la même qu'à l'époque l'Allemagne et la France étaient d'accord pour refuser l'intervention militaire des États-Unis. On rappelle l'Allemagne, premier partenaire économique de la France. Voilà, aussi. En Irak, pour la Seconde Guerre. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que Saddam Hussein de l'époque avait négocié avec les Allemands et les Français le fait que le pétrole qui venait d'Irak pouvait être payé en euros et non plus en dollars. Donc ça, c'était un crime de lèse-majesté, ce qui explique que la Grande-Bretagne a soutenu les États-Unis, parce que vassal des États-Unis, et c'est clair, ça se voit aujourd'hui, encore plus, mais à l'époque, c'était pour ça. Donc si tu veux, voilà. Absolument, mais il faut le savoir. Et c'est vérifiable. Hein. À vérifier. C'est vérifiable. C'est documenté. C'est documenté. Tu sais que je ne m'avance pas sur un truc si je ne sais pas. Hein. Je sais que tu as des sources très fiables. Bah. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui, et j'alerte tout le monde, c'est qu'en l'espace de 3 semaines, on s'est aperçu que la France, en fait, était en guerre. Justement, tu veux intervenir là-dessus. 9h06 sur les ondes de Radio Galère, il nous reste 21 minutes avec nos économistes, toujours Christian, Richard, Anthony au micro et évidemment Fabrice Aubert et Dany Bruet. Sur ce volet-là, lorsque tu évoques que selon toi la France est en guerre, on a besoin de tes éclairages, on a besoin de tes arguments et le temps évidemment nous est compté. Alors, donc, non mais ça va le faire. Il y a quoi? Il y a une semaine, 10 jours, il y a eu un sommet qui s'est tenu pour les 2 ans de guerre en Ukraine, à l'initiative de M. Macron, président de la République, où je crois 27 chefs d'État sont venus à l'Élysée, et M. Macron, comme président de la République, mais aussi comme ça se passait à Paris, il était considéré que c'était lui le porte-parole de ce qui s'était passé dans le cadre de la réunion, et il a dit qu'il ne fallait pas s'interdire d'envoyer des soldats, la troupe, il a même dit la troupe, en Ukraine. Bon, tu as vu été contredit par l'Europe. Hein. Voilà. C'est voilà. lui qui s'était annoncé là-dessus, mais bon, souvent il dérape un peu dans certaines déclarations. Mais c'est ce que j'ai envoyé hier soir assez tard. Mais c'est du dérapage. Hein, ouais, c'est du dérapage, non. Tu as son jeune âge, à mon avis. Tu sais à quoi on reconnaît le pan? Dis-nous-le. Dis-le sur encore. On veut le savoir. C'est quand il dévoile et il gonfle la queue. Voilà. Et donc, Macron a fait du Macron. D'autant plus que depuis le début, il dit « nous sommes en guerre et il faut réarmer la France ». Bon, il a dit pendant le Covid aussi. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais c'était en plus. C'est une formule qu'il aime bien, à mon avis.
Voilà. Bah, je sais pas pourquoi. Mais il se prend pour un chef militaire. Il est le chef des armées. Oui. Ah, ne l'oublie pas, il Attends. est le chef des armées. Non, il est le chef des armées dans la Constitution. Dans la Constitution. Le chef des armées. Eh oui, Mais il ne décide pas des stratégies militaires, lui. heureusement. Hein. Et par contre, il a, malheureusement, et j'alerte tout le monde, il a le bouton nucléaire. Bon, alors, à mon avis, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que les généraux ils soient quand même un peu d'accord. Mais Oui, on est là. observe, On imagine bien quand même. observe où on en est. C'est-à-dire, ça, c'est la première phrase. Puis il y a eu toutes les répliques, et notamment, et c'est là où ça devient grave, et où ça explique que cette guerre, elle est américaine et non pas russe. Mais il y a eu toutes les répliques, notamment de je ne sais plus comment il s'appelle, le chancelier allemand, Olaf Scholz, je crois, hein, Oui. qui a dit que jamais il y aurait de soldats envoyés en Ukraine, il l'a redit 3 fois. Bon. Et tu vois donc une fois de plus, mais comme avec les paysans, Macron s'est pris une baffe de retour. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait hier ou avant-hier en Tchécoslovaquie, parce que je crois qu'il était en Tchécoslovaquie, il Alors, dit... Tchécoslovaquie n'existe plus pour, Non, oui, en Tchéquie, en République tchèque. République tchèque. Il dit un sursaut stratégique et met en garde contre l'esprit de défaite qui rôde. Vous savez d'où ça vient, l'esprit de défaite qui rôde? 39. Oui, c'est Munich. C'est lui. Bien vu. Et Munich, c'est Christian. quoi? Munich, c'est quoi? C'est la signature entre la France, la Grande-Bretagne et le chancelier allemand Hitler d'un accord acceptant le dépeçage de la Tchécoslovaquie et, et les Sudètes. Alors que on dénonce en permanence le pacte germano-soviétique qui est postérieur, il faut savoir, et il suffit d'aller sur Wikipédia pour vérifier, mais le pacte de Munich, qui soi-disant sauve la paix, puisque Daladier est acclamé à sa descente d'avion, il faut vérifier, c'est l'histoire. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Les bolcheviks avaient massé les troupes au bord de la Pologne, et ils étaient prêts à venir pour sauver la Tchécoslovaquie de l'époque. Hein. Et en fait, la Pologne a refusé, et les Français et les Anglais ont signé, Chamberlain et Daladier ont signé le pacte de Munich qui a généré la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on aurait pu les arrêter à ce moment-là. Et si tu veux, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, alors, ce n'est pas comparable au sens de comparaison, mais où les références historiques sont celles-là. Pourquoi? Parce que la guerre en Ukraine, je vous l'ai déjà dit, elle était évitable. Poutine ne voulait qu'une sécurité pour son pays. Accepter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'était une déclaration de guerre contre la Russie, parce que permettant d'installer des bases dont les missiles américains pouvaient accéder à Moscou en moins de 5 minutes. C'est-à-dire moins que le temps de réaction possible d'un système militaire. Donc cette guerre était évitable. Et alors, deuxième référence historique, tu renvoies à 1956, la crise des missiles de Cuba, où là, et tu vas voir à quel point l'analyse, ce que je fais, elle est authentique. Tu fais une comparaison, c'est ça? Non. Point de référence. Voilà. Et l'intervention. Absolument. Parce que, si tu veux, là c'était les Russes qui, à la demande de Cuba, ont failli installer des missiles nucléaires à Cuba à 5 minutes de Washington. Donc là, et c'est Kennedy qui prend la décision, on a évité une guerre nucléaire. De justesse. Et bien là, tu as la réplique. C'est exactement la même logique. Je ne vois pas pourquoi Poutine ne réagirait pas en tant que président au vu des menaces qui pesaient. Tu comprends ce que je veux dire? Et le problème qui se pose aujourd'hui, et là où je donne complètement tort à M. Macron, c'est que les raisons pour lesquelles tu aurais pu te fâcher avec les Allemands, depuis 40 ans, il y a eu au moins 20 reprises de possibilités. D'abord parce que les Allemands... Oui, alors ça c'est intéressant ce que tu dis, mais après il faut quand même rappeler, je le disais précédemment, c'est que l'Allemagne étant le premier partenaire économique de la France, c'est quand même lié, on le sait, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent et l'aspect financier. Oui. Donc forcément, c'est difficile pour la France, et en tout cas, au vu de la position macroniste, mais même chiracienne et autres depuis le temps, de pouvoir créer ce divorce.
Et non, parce que tu vois, dans un couple, quand ça se passe mal, ben tu règles les problèmes dans l'intimité. Et en règle générale, mais ça pas finit, pas tout le temps. sur l'oreiller. Pas tout le Puisqu'il temps. paraît qu'on est un couple franco-allemand. La preuve que ce n'est pas un couple franco-allemand, c'est ça. C'est que jamais tu aurais dû, dans la période actuelle, développer ce jeu. C'est irresponsable. Irresponsable. De la part de qui? De la part de Macron. Oui, non, mais. Qu'il aille rencontrer Olaf Scholz. Des dérapages, on est bien d'accord. Des dérapages, non. C'est un psychopathe névrosé, j'affirme. Ça, tu t'avances. Non, 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 non. Non, non. C'est tes propos et ça engage les propos de Fabrice Aubert. Il a le droit. C'est un psychopathe. Il a le droit à névrosé. 9h14 sur les ondes de Radio Et Galère. sa névrose, c'est le pouvoir. On n'a il pas a un entendu Richard comportement. d'ailleurs là-dessus. On n'a pas entendu Richard, peut-être qu'il souhaite. Mon avis se réserve. Moi, je suis assez partagé parce que ce que je me rends compte, et je crois que l'ensemble des populations russes, américaines, françaises et compagnie, c'est qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est le peuple pour des seigneurs, aussi bien en Russie qu'ailleurs, sur des seigneurs qui, au gré de leur bon vouloir et de leur tempérament et de leur ressenti, font payer les peuples. Voilà. Oui. Ça, Alors, je le dis. Intéressant parce ce que tu dis. que ce soit de tous bords. Alors Macron, il a fait un dérapage peut-être. non, c'est Il pas a le voulu premier. appuyer peut-être aussi. Non, non, mais ok. Mais les dérapages sont de partout, dans tous les sens. Et c'est bien dommage pour les gens simples qui ne demandent qu'à vivre, à manger un morceau de pain et de riz. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Donc voilà Mais, un petit peu le propos alors, que j'ai. Et je ne fais pas de distinguo entre les présidents de quelques pays que ce soit, parce que je les vois tous à peu près pareil. Alors, Merci, il y a Richard. un point sur lequel je te donne raison, c'est que Qu'un seul, lorsque tu prends l'histoire sur long terme, tu te rends compte que les dirigeants actuels n'ont jamais connu la guerre. Et Biden, non. non. Biden, c'est la Non. Corée. Il a fait la Corée, non, Biden, il me semble. Non, mais quand je te dis jamais connu la guerre, je te parle de la Seconde De Guerre l'avoir mondiale. vécu. Ah oui, la guerre. Ah oui, mais ça, ça tu peux la pas. Grande Guerre. Oui, mais ça tu peux pas leur en vouloir. Enfin, je veux dire. Non, je leur en veux pas. Vous avez trop Ouais. menti. Je dis, tu sais, Kennedy et Staline, non, c'était pas Staline à l'époque, c'était Khrouchtchev, Ah oui. je pense. Khrouchtchev. Eux, ils ont connu la guerre en direct. Donc, si tu veux, le téléphone rouge, il a été mis en place, et c'est comme ça qu'on a évité la crise des missiles de Cuba. Et si tu veux, les dirigeants allemands de l'époque avaient connu la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle avait connu la Seconde Guerre mondiale. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, au fur et à mesure de l'histoire, comme en plus les politiques qui sont venus au pouvoir après étaient très égocentriques, de plus en plus égocentriques, Sarkozy, Hollande, Macron, ne me dis pas qu'ils ne sont pas égocentriques. Bon, tu as une logique, quelque part, de dégénérescence et d'oubli. On oublie les fondamentaux, les matrices, la tectonique des plaques qui fait que les tremblements de terre arrivent. Et là, parce que hier, qu'est-ce qu'on a appris hier? Tu sais qu'il y a des Sukhoi russes qui sont venus intercepter des Rafales français avec un avion, un AWACS, tu sais, le système de repérage. Alors, tu ne fais pas le rapprochement entre le fait que tu aies des AWACS qui survolent la mer Noire et la possibilité qu'ont les Ukrainiens de couler des navires russes. Et moi, je te le fais, le rapport. C'est que le début de la guerre aujourd'hui, c'est une guerre électronique d'information. Dès lors que tu positionnes un bateau, tu tires les missiles. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la France, si elle fait survoler la mer Noire d'AWACS, qu'il soit Boeing ou Airbus, puisqu'on a des Airbus là-dessus, de fait, tu es en guerre. Puisque tu fournis des informations militaires de terrain à ceux qui vont juste tirer. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, c'est grave. Parce que vous avez entendu la dernière intervention de Poutine, quoi qu'on en pense, hein, je veux dire, je ne suis pas un ami de Poutine, c'est pas lui qui paye ma retraite. Mais tu as entendu la dernière intervention qu'il a faite? Il a dit si les Occidentaux s'y mettent, la défense, les intérêts vitaux de la Russie peuvent être mis en cause, et je m'autorise à livrer le feu nucléaire. Il avait déjà dit, cette mise en garde, Pas lui. Enfin,
Enfin, peut-être Pas lui. mais bon, le gouvernement Non. qui est en Russie, il savait déjà bien ces menaces. Le président du Conseil de sécurité, Dimitri. Je me rappelle, voilà, je ne sais pas son nom, mais bon, ça avait été déjà plus ou moins formulé. Oui. Mais pour dire aux Occidentaux, il faut qu'on arrête. Et alors, attends, il faut articuler les choses. Pourquoi ça s'est dégradé en 15 jours? C'est facile. Quand tu regardes ce qui s'est passé sur le terrain militaire, tu as eu la prise d'Advivka. Mais Advivka, c'est pas rien. C'était une place forte. Or là, maintenant, on sait, quand tu vas chercher, que tu regardes des bribes d'informations à la télévision classique, tu sais que les Russes, aujourd'hui, sont en progression. Advivka est tombé comme place forte. Et ils n'ont plus les munitions. Et observe, les États-Unis n'aident plus. Il n'y a plus les bombes, il n'y a plus les missiles, il n'y a plus rien. Donc il est évident que l'armée russe est en progrès, quoi qu'on en pense. Je te dis le constat militaire. Pourquoi il y a une augmentation de la vocalise européenne? C'est parce qu'ils se rendent compte de ce que dit Emmanuel Todd, la défaite de l'Occident. Parce que l'Occident est incapable de se mettre au niveau, en termes militaires classiques, hein, des possibilités russes. Et donc cette dégradation a nécessité une augmentation de la vocalise guerrière et qui en plus débouche sur un désaccord franco-allemand qu'il n'aurait jamais fallu montrer. Tu vois, je ne me positionne pas comme pro-russe, là. Il n'aurait jamais fallu montrer ça en temps de guerre. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu préconises? Je finis. Observe. Le pays qui profite le plus de la situation, ce sont les États-Unis. Car l'objectif des États-Unis, dans le cas de la guerre en Ukraine, c'était la division entre la Russie et l'Europe. C'était la Russie qui fournissait un gaz quasi gratuit à une industrie allemande florissante. Tout le modèle industriel allemand, puisqu'ils avaient fermé le nucléaire, je te le rappelle, c'était le gaz russe qui n'était pas cher. Et le charbon. Alors que maintenant, non, le charbon c'était en complément quand ils n'y arrivaient pas. Mais d'où la construction d'ailleurs de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, sur lesquels les Américains étaient en désaccord. Parce qu'ils voyaient bien la possibilité. Qui ont sauté, certains, les deux ont sauté. Les deux ont sauté. Bon. Et tu n'as plus qu'un gazoduc terrestre qui passe par l'Ukraine et pour lequel, d'ailleurs, l'Ukraine touche des royalties, puisque chaque gazoduc qui passe sur un territoire, tu payes un droit de passage, comme n'importe où. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un enjeu économique derrière cette guerre. Mais qui est fondamental. Voilà. Mais comme la guerre de Troie, je l'avais traité. Toute guerre, d'ailleurs. Bien sûr. Toujours des enjeux Mais quelle solution, alors, à cette problématique? la paix. Comment faire la paix? Mais il faut imposer une conférence internationale. À qui? Mais à tout le monde. Tu crois que Poutine accepte? Oui, mais il est d'accord. On lui impose quelque chose? Mais non, mais il est d'accord. Il est d'accord. Mais attends, 2 mois après le début de la guerre, il y a eu des négociations qui se sont passées en Turquie. D'accord? C'est juste. Et dans ces négociations, il y a eu les propositions ukrainiennes, c'était le retour à la neutralisation de l'Ukraine. Et Poutine était prêt à signer. Parce que ce qu'il veut, c'est que l'OTAN reste loin. Rappelle-toi, quand Macron est venu voir Poutine, la longue table, tu te rappelles, où ils étaient chacun un bout à l'autre. Mais c'était symbolique. C'était pour dire l'OTAN là-bas. Parce que l'OTAN, depuis l'implosion de la Russie, n'a cessé de progresser vers l'Est. C'est pas les Russes qui ont été vers l'Ouest. Est-ce que les morceaux qu'ont pris la Russie, est-ce qu'ils vont être rendus à l'Ukraine? Non. Et voilà, non, alors, attends. C'est une grosse problématique. Pourquoi? Qu'il ne faut pas éviter. Pourquoi? Parce que l'Ukraine veut l'intégralité de son territoire. Oui, mais non, mais attends. Mais l'histoire de l'Ukraine, c'est pas ça. L'Ukraine, c'était comment on appelle ça? La presqu'île, là. La Crimée. Elle était russe. Sébastopol a toujours été russe, sauf quand il y a eu des guerres avec la France et l'Occident. Oui, mais bon, dans l'histoire, dans la dernière période, c'est Khrouchtchev, là encore, qui a donné la Crimée à l'Ukraine. Et l'Ukraine a été, j'ai regardé ça l'autre jour, un des pays qui a été, une des républiques soviétiques qui a été les plus développées au moment où la Russie était bolchevique. Il faut le savoir. De nombreux dirigeants bolcheviques venaient d'Ukraine.
Donc, faut pas... alors, après... Il y a l'Ukraine, il y a d'autres territoires. Il n'y a pas que l'Ukraine aussi qui est revendiquée. Il y a d'autres morceaux de territoire aussi. Non, qui faut arrêter. Tout ça, c'est gonflé. La trans... voit, non, mais c'est ce qui est raconté dans les médias. Je pense que c'est faux. La trans Signy, je sais pas quoi, là, qui est un morceau de la Moldavie. Bon. Déjà, la Moldavie, faudrait discuter. Hein. Mais pour l'instant, Poutine a calmé le jeu. Il a dit on n'intervient pas. Qui a osé dire que les Russes ne s'arrêteraient pas à l'Ukraine et qu'après, ça serait les autres pays européens? C'est pas lui. Il n'a jamais déclaré ça. Les chiffres sont donnés. Les chiffres sont donnés. Écoute-moi, la population russe, c'est 140 millions d'habitants. Et en déclin. Qui peut fournir environ, et je vous ai mis un graphique, qui peut fournir au maximum 10 millions de soldats mobilisables. Les pays occidentaux, et si tu prends l'OTAN, c'est plus, j'ai pas mes lunettes, c'est plus de 100 millions d'habitants, et tu peux fournir 50 millions de soldats mobilisables. Faut arrêter. Jamais Poutine est un jour d'échec. C'est pas un démocrate. Dans ce livre, La défaite de l'Occident, c'est ce qu'il dit. Emmanuel Todd, tu vas pas le traiter de poutinien. Il essaye de montrer l'inverse. Mais il dit que tu es dans une démocratie autoritaire en Russie. Pourquoi il dit démocratie autoritaire? Parce que dans ce pays, 70 à 80% de la population soutient le gouvernement actuel de Poutine et soutient de ce fait l'intervention spéciale, puisqu'elle est appelée comme ça, en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas la manipulation tout simplement du gouvernement qui les fait soutenir? C'est-à-dire on peut faire soutenir n'importe quoi en manipulant la population. C'est vrai, mais en France aussi. De partout. En France aussi. Oui, mais Macron, il est soutenu par combien de personnes? 18% à tout péter. 18% de sa population soutient l'action de M. Macron. Pas plus. Et tu sais, je suis très fier de ne jamais avoir voté Macron. Que ce soit en 2017 au deuxième tour, j'ai boycotté, et 2022, j'ai boycotté. Parce que tu vois là, avec tout ce qui se passe, je le redis, ils sont dans un processus de guerre. Et il faut se rappeler que comme en 14, les guerres, elles ne se déclenchent pas comme ça. Tu as un processus. Et dans ce processus, tu as l'escalade, et là, on assiste à l'escalade. Et alors, je vais terminer par ça, parce que je pense que c'est la fin. La seule issue que nous avons, et ce qui est dramatique, c'est que les Français aujourd'hui sont devenus des veaux et des moutons qu'on conduit à l'abattoir. C'est des manifestations partout en France, par millions de gens, qui exigent, la paix, dans ce que je t'ai dit, c'est-à-dire l'exigence d'une conférence internationale, et 2, la destitution de Macron comme danger public. Parce que ça, c'est possible, c'est dans la Constitution. Tu as un article qui permet à l'Assemblée nationale et au Sénat réunis ensemble, comme pour la modification des constitutions, au 3/5, tu considères que M. Macron n'est plus en capacité de gouverner, et tu le destitues. Je veux rappeler la phrase. Alors, je veux rappeler la phrase d'Orwell que je vous ai dite en introduction. Par la peur, ils vous mettront dans la misère, la famine. Ça, c'est la guerre sociale intérieure que je vous ai traitée. Et la propagande de guerre, pour que la guerre soit perpétuelle, et par celle-ci, ils soumettront vos esprits dissidents. Merci. Très belle phrase.